Ok, merci beaucoup. Après cette introduction à la fois historique sur le Cameroun et sur Omiobé, mais aussi cet hommage, ce double hommage qui vient d'être rendu par un écrivain et une artiste, en tout cas que je remercie beaucoup. On va passer à la seconde partie de notre soirée avec d'abord, je vais vous présenter très rapidement. À ma gauche, tout de suite, c'est Thomas Deltombe, qui est un des 3 auteurs du gros livre monumental Cameroun, qui est en vente pour seulement 30 francs, malgré le volume, à la sortie donc. Et un livre qui a jeté la lumière sur... il y avait déjà eu pas mal de rapports, des livres, etc., qui ont parlé de ce qui s'est passé pendant la guerre de libération au Cameroun, mais ce livre a apporté des faits et des témoignages qui, certains en tout cas inédits, et c'était vraiment un événement. À côté de lui, il y a Madame Tobner, Odile Tobner, qui est, comme Fanny vous l'a dit, la veuve de Mongo Betty, qui est un des plus grands, si pas le plus grand écrivain camerounais, décédé aujourd'hui. Et donc, elle a écrit pas mal de livres aussi, notamment sur le racisme français, mais aussi un livre en réponse au fameux livre de Stephen Smith, Négrophobie. La réponse était donc négrologie. Et c'est tout le contraire. Hein. Oui. Je m'embrouille, c'est à cause de l'événement. Donc, Stephen Smith avait écrit Négrologie, et puis il y a eu la réponse Négrophobie, et qui est un livre aussi capital qu'il faut avoir dans vos bibliothèques, très important. Elle a écrit aussi d'autres livres, bien sûr, je ne vais pas vous faire la liste. Et il y a Boris Boubacar Diop, qui est un écrivain qu'on ne présente plus, qui est devenu presque un habitué dans la cité de Calvin, et il est venu au Salon du Livre l'année dernière, il est déjà venu d'autres fois aussi. Et il a écrit quand même 2 livres qui sont parmi les plus marquants. C'est Murambi, le livre des ossements, qui a été écrit à la suite du génocide au Rwanda, et qui il vous expliquera lui-même et comment il arrive à faire tout justement ce lien entre ce qui s'est passé au Rwanda et ce qui s'est passé au Cameroun. Mais il a aussi écrit un de ses derniers livres qui est La gloire des imposteurs, qui est une correspondance qu'il a entretenue avec Aminata Draman Traoré, que vous connaissez aussi sans doute, la Malienne, ex-ministre de la Culture et auteur de pas mal d'essais. Et ça porte sur la situation au Mali, c'est quelque chose de très actuel, mais aussi la situation en général en Afrique. Et maintenant, on va commencer cet exposé avec Thomas Deltombe, qui va nous planter vraiment le cadre de ce qui s'est passé durant la guerre des libérations et nous donner déjà quelques pistes qui peuvent aller dans le sens ou pas des crimes qu'on peut qualifier de génocide ou pas. À toi, Thomas. Merci beaucoup. Je remercie tous les organisateurs, les associations, l'UPAF et Fanny qui organisent ces événements. Beaucoup de courage et de brio. Alors, en fait, comme elle le disait tout à l'heure, je ne sais pas si vous m'entendez, j'étais venu l'an dernier en novembre. On avait évoqué, à travers la figure de Félix Roland-Moumier, donc le président de l'UPC, assassiné à Genève en novembre 1960. J'étais venu... Il est mort à Genève, à l'hôpital de Genève. Il est enterré à Conakry, et il est mort à Genève. Empoisonné à Genève. Et il est mort à l'hôpital de Genève. Il est mort, voilà. On est donc... Voilà, passons. Donc j'étais venu l'année dernière avec un de mes co-auteurs, Jacob Tatsitsa, qui était venu spécialement du Cameroun. On avait essayé de raconter le travail qu'on avait fait entre 2005 et 2011 sur une
une enquête qu'on a menée à trois, donc historiens et journalistes, pour essayer de comprendre et documenter la répression du mouvement nationaliste camerounais dans les années 50 et 60. Donc là, je pense que je ne vais pas revenir sur l'ensemble de la guerre, on avait fait un long exposé. Je peux revenir après, pendant l'échange, sur des questions plus techniques, comme celle que posait monsieur tout à l'heure, j'essaierai d'y répondre comme je peux. Mais là, Fanny m'a demandé de réfléchir à une question qui avait été posée l'an dernier, à savoir, est-ce qu'on peut parler de génocide pour qualifier, disons, les crimes qui ont été perpétrés au Cameroun à cette période. Alors c'est une question qui fait beaucoup de débat en réalité, et sur laquelle forcément on a dû se pencher en travaillant sur ce livre. Et donc je vais centrer mon exposé sur cette question-là, puisque c'est là-dessus qu'on m'a demandé d'intervenir. Et je vais essayer d'expliquer non seulement ce que je pense de ce concept, en tout cas dans son application ou non, son applicabilité, disons, ou non, à ce qui s'est passé au Cameroun, mais aussi essayer d'expliquer l'histoire de l'utilisation de ce concept dans le débat sur la guerre au Cameroun. En réalité, le terme génocide, pour évoquer, entre guillemets, les événements qui ont eu lieu au Cameroun dans les années 50 et 60, ce terme a été très fortement utilisé depuis le milieu des années 90. On a vu apparaître au milieu des années 90 toute une série de textes de gens qui, prenant la parole en public ou écrivant des textes, parlaient de génocide. Ça s'explique. Pourquoi le milieu des années 90? D'abord, pour deux raisons à mon avis. La première, c'est la libéralisation, avec beaucoup de guillemets, du régime politique camerounais au début des années 90. Jusqu'au début des années 90, il n'y avait qu'un parti unique au Cameroun, et le régime qui avait le pouvoir au Cameroun était directement l'héritier de la guerre, de la répression en réalité, du mouvement nationaliste camerounais. Et donc le président de l'époque, Paul Biya, qui est toujours au pouvoir, était simplement le successeur du premier président de l'époque, Amadou Ahidjo. Et donc on voyait une directe continuité entre la guerre qui avait permis d'écraser les nationalistes et l'émergence au pouvoir de ce qu'on pourrait qualifier de harkis camerounais, les gens qui se sont battus du côté de la France contre les nationalistes camerounais. Et donc pendant toute cette période, je crois qu'Odile va en parler, pendant toute la période de 1960 à 1990, on n'a pas pu parler de la guerre, de la répression et même du mouvement nationaliste lui-même. C'était un tabou historique. Tabou historique au Cameroun, mais également en France, puisque le livre de Mongo-Betty, Main basse sur le Cameroun, publié en 1972 en France, a été interdit par les autorités françaises. Donc il y avait un énorme tabou jusqu'au début des années 90, et la libéralisation, entre guillemets, du régime politique camerounais au début des années 90, et l'émergence du multipartisme a permis à l'UPC, qui avait été interdit depuis 1955, donc, de revenir sur la scène politique et donc de faire valoir son passé, son pédigré, ses combats passés. Et donc, par ce biais-là, l'histoire est revenue en force sur la scène publique camerounaise, et donc aussi française. Et ça explique pourquoi il y a eu un intérêt tout à coup très fort pour les événements qui ont eu lieu au Cameroun dans les années 50 et 60. Et assez rapidement, le terme de génocide est apparu, et il est apparu pour une seconde raison qui n'est pas directement liée au Cameroun, mais qui est liée au Rwanda. Il y a eu le génocide des Tutsis en 1994, et à ce moment-là, un certain nombre d'observateurs, plus ou moins précis, disons, ont commencé à voir des similarités entre ce qui s'était passé au Cameroun dans les années 50 et 60 et ce qui s'était passé au Rwanda dans les années 90. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les similarités qu'il y a entre les deux, mais effectivement, il y a des généalogies communes, j'en reparlerai tout à l'heure si vous voulez, mais surtout, il y avait dans les deux cas, il y avait une implication française très forte, et du coup, c'est vrai que ça a fait penser à certaines personnes que finalement il y avait eu génocide dans les deux cas. On sait que le génocide des Tutsis n'est pas nié, personne ne nie le génocide des Tutsis.
cette idée de dire qu'il y a eu en fait un génocide au Cameroun bien plus. C'est par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Kago-Léné qui en 1995 écrit les Bamileke ont connu un génocide entre 1955 et 1965, je le cite là. Les chiffres tournent entre 800 000 et 1 million de morts dans la région des hauts plateaux, c'est-à-dire l'ouest Cameroun, où vivent les gens qu'on appelle Bamileke, et dans les autres villes telles que Douala, Yaoundé, Sangmélima, Bolova et Koumsamba. Donc voilà, il dit, voilà, il y a eu un génocide à cette période-là. À la fin des années 90, cette idée qu'il y a eu un génocide bamileke s'est répandue, là, par le biais d'Internet. Internet a joué un très grand rôle dans l'idée qu'il y avait eu un génocide à l'ouest Cameroun à cette période-là. Parce que là, les textes, vous connaissez Internet, les textes se reproduisent, les gens se citent les uns les autres, et puis de fil en aiguille, pour certaines personnes, c'est devenu une évidence qu'il y a eu un génocide au Cameroun, et notamment le génocide des Bamileke dans les années 60. Pour cela, pour faire cette démonstration, la plupart des gens qui soutiennent cette thèse citent deux citations, citent deux extraits, qui effectivement mettent, disons, la puce à l'oreille. Le premier extrait est celui d'un militaire français qui était responsable de la répression pendant toute une période de la guerre au Cameroun, qui s'appelle le lieutenant-colonel Lamberton, et qui, en 1960, a écrit un rapport sur les Bamileke au Cameroun, et il dit ceci, je le cite, ça mérite d'être cité: le Cameroun s'engage donc en 1960, mars 1960, dans la revue de défense nationale française, la revue des militaires français, 3 mois après l'indépendance du Cameroun. Il écrit: le Cameroun s'engage sur les chemins de l'indépendance avec dans sa chaussure un caillou bien gênant. Ce caillou, c'est la présence d'une minorité ethnique, les Bamileke, en proie à des convulsions dont l'origine ni les causes ne sont claires pour personne. Et il ajoute plus loin qu'un groupe de population nègre réunisse tant de facteurs de puissance et de cohésion n'est pas si banal en Afrique centrale. L'histoire obscure des Bamileke n'aurait d'autre intérêt qu'anecdotique si elle ne montrait pas à quel point ce peuple est étranger au Cameroun. Donc là, cette citation a été constamment reprise par les défenseurs de l'idée du génocide en disant, vous voyez bien, là, un militaire français de haut rang avait ciblé une population ethnicisée en tant que telle, comme on le voit effectivement, il singularise les Bamileke en les considérant comme des étrangers, en considérant qu'ils sont obscurs, etc. Là, c'est la première citation qui est souvent citée. Et la seconde, elle est plus frappante encore, c'est un pilote d'hélicoptère qui a agi au Cameroun entre 1962 et 1964, qui s'appelle Max Bardet, qui vit encore dans le sud de la France, et qui a écrit un livre obscur dans les années 80, un livre qui est passé totalement inaperçu, mais qui a été redécouvert justement dans les années 90 par un certain nombre de gens. Et ce monsieur écrit, et là je le cite à nouveau parce que c'est important, en 2 ans, l'armée régulière, donc sa propre armée, l'armée régulière a pris le pays Bamileke du sud jusqu'au nord et l'a complètement ravagé. Ils ont massacré entre 300 000 et 400 000 Bamileke, un vrai génocide. Point. Ils ont pratiquement anéanti la race. Les villages avaient été rasés, un peu comme Attila, tu passes, tu ne laisses rien. Peu de Français sont intervenus directement, j'en ai connu 3 ou 4, c'est tout, la presse n'en a jamais parlé. Donc là, évidemment, on a un militaire français qui parle lui-même de génocide, qui donne des chiffres. Donc évidemment, à partir de cette citation-là, beaucoup de gens se sont dit, bon, il y a eu génocide, ça a été avéré, y compris les coupables l'avouent. Bon. Donc effectivement, par exemple, François-Xavier Verschave, l'ancien président de l'association Survie, dans son livre La France-Afrique, publié en 1998, cite cet extrait en disant, oui, il y a un vrai problème, il s'est vraiment passé quelque chose. Mais il a la prudence de dire, il faut prendre ces extraits avec précaution, et surtout, l'histoire réelle de ce qui s'est passé derrière ce que racontent ces gens doit être faite de façon extrêmement précise pour qu'on puisse non seulement utiliser des grands mots, mais comprendre exactement les logiques qui ont eu. Et donc nous, avec mes camarades, Manuel Domer et Jacob Tetsa, c'est ce qu'on a essayé de faire. Après, donc, Mongo Betty, qui en 72 avait déjà fait un travail fondateur sur ces questions. Après, François-Xavier Verschave, qui évoque cette question-là. On a essayé, et
effectivement de documenter cette affaire-là. Donc on a passé 5 ans de notre vie à faire que ça, à plein temps, pour essayer, dans toutes les archives possibles qu'on a pu trouver au Cameroun, en France, à Genève, à Amsterdam, pour essayer de comprendre exactement ce qui s'était passé. Derrière ces déclarations, derrière ces livres, derrière ces choses. Et on s'est aperçu assez rapidement que les gens qui soutenaient cette idée de génocide ne le documentaient pas vraiment. D'ailleurs, eux-mêmes ne documentaient pas vraiment, c'est-à-dire comme on le voit là, dans différentes citations que j'ai citées, on parle de chiffres, on dit voilà, il y a eu beaucoup de morts, et on parle des Bamileke, voilà, c'est les Bamileke qui étaient visés. Ce qui est compliqué, c'est que on ne sait pas du tout comment ils définissent un génocide, on ne sait pas du tout d'où ils sortent les chiffres, et on ne sait pas du tout si effectivement les Bamileke étaient les seuls visés. Donc évidemment, là, on se dit, bon, il y a quelque chose qui est affirmé, mais est-ce qu'on peut le prouver? Donc c'est une question qui se pose. Entre parenthèses, je souligne que cette idée, le mot génocide, n'a pas été utilisé que dans les années 90. En réalité, quand on cherche dans les archives, on s'aperçoit que le mot génocide apparaît très tôt dans cette histoire, dès la première occurrence que j'ai trouvée, c'est dès 1958. Félix Moumier, à la tribune de l'ONU, donc le président de l'UPC, va à la tribune de l'ONU, et à 3 reprises, il utilise ce terme de génocide. Le 28 octobre 1958, il dit, je le cite, « Des armes et des armements modernes ont été envoyés au même moment pour assurer l'entreprise de génocide organisée dans le but de faire du Cameroun une zone politiquement sûre. » Dans le même discours, toujours en octobre 1958, juste un mois après la mort de Oumouloubé, bien que frappé par cet ostracisme outrancier, c'est-à-dire l'ostracisme dont est victime l'UPC, doublé d'une vaste entreprise de génocide, l'UPC, etc., etc. Et puis, un mois plus tard, toujours à l'ONU, il utilise à nouveau la même expression pour justifier les tortures, les assassinats, les génocides, les brimades, et de toute nature, etc. C'est un mot qui, finalement, dès 1958, et ça, je crois que je suis un des premiers à raconter ça, on ne l'a même pas découvert en écrivant le livre, il utilise ce terme-là. Donc ce qui pose problème, puisqu'il utilise ce terme-là, alors que la répression au pays Bamileke n'a pas encore eu lieu. Donc là, déjà, on se dit, tiens, il utilise ce terme, mais il l'applique à quoi, etc. Et finalement, quelle définition il en donne? Et lui non plus ne donne pas de définition du terme qu'il utilise. On peut faire un parallèle intéressant avec Frantz Fanon, que vous connaissez souvent, sans doute, donc militant et psychiatre martiniquais, qui s'était engagé du côté du FLN algérien, et qui, dans ses livres, pareil, en 1959 et en 1961, utilise, pour parler de la répression en Algérie, à plusieurs reprises, le terme génocide. Alors, il l'utilise de façon variée, parfois avec pas mal de précautions, parfois avec beaucoup moins de précautions. D'ailleurs, Mongobetti, j'ai aussi une citation de Mongobetti, en 87, mais lui, il l'a utilisé assez peu, mais utilise aussi le terme génocide en 87 dans la revue Peuple Noir, Peuple Africain, qui est une revue magnifique. Et dans une interview qu'il fait avec Ndé Toumaza, un leader nationaliste camerounais, mais du Cameroun anglophone, dit, en interrogeant donc, cette personnalité, constatant qu'il y a effectivement un rejet, un ostracisme des Bamileke dans la structure de pouvoir au Cameroun, il utilise ce terme, il dit peut-être qu'il s'agit de préparer un nouveau génocide, et il dit bien un nouveau génocide, car on a déjà tenté un premier génocide contre les Bamileke au début des années 60, avec toutes sortes de prétextes communistes. Donc Mongobetti aussi, et Mongobetti connaissait bien le sens des mots, utilise ce terme génocide. Donc tout ce que je vous raconte là, c'est pour vous dire que cette idée de génocide, elle tourne autour de ce qui s'est passé au Cameroun, ou ce qui s'est passé au Cameroun tourne autour de cette question de génocide. Bien. Ça, c'était pour vous dire que c'est récurrent et que ça pose plein de questions. La première question, à mon avis, qui se pose, c'est celle de la définition d'un génocide. Et là, en fait, on rentre dans un abîme assez complexe de, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un génocide? Donc là, je ne sais pas si vous connaissez la généalogie du terme qui a été inventé pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un néologisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. On invente le mot génocide à partir de 2 racines grecques pour qualifier, donc c'est un juriste polonais,
voilà, Lemkin, qui invente ce mot en disant, voilà, on voit apparaître des phénomènes qui seraient souhaitables de qualifier d'un point de vue juridique, non pas pour les reconnaître, mais pour condamner les coupables. Donc là, c'est vraiment la justice internationale qui se saisit de ce terme-là pour essayer de pouvoir condamner ces gens pour ce crime particulier qui est, et là, c'est vraiment la question de la définition qui se pose. C'est-à-dire qu'on a il donne une définition en 1944, il en donne une autre en 1948, qui est un petit peu différente. L'ONU avalise une définition en 1948, qui est acceptée finalement en 1951, et on s'aperçoit que à partir de là, s'enclenche tout un débat sur la signification du terme génocide. Et moi-même, hein, je ne savais pas qu'il y avait autant de définitions du terme génocide. Il y a peut-être des spécialistes dans la salle, mais j'ai vu sur Internet un récapitulatif de toutes les définitions qui pouvaient être données du terme génocide. Et là, on reste un peu perplexe en réalité, parce qu'on a des définitions extrêmement différentes les unes des autres. Et donc, énormément de phénomènes différents peuvent être qualifiés ou non de génocide, non pas en fonction de ce qu'ils sont, mais en fonction de la définition qu'on donne du mot. Et donc, si on navigue en permanence entre des définitions extrêmement restreintes, qui du coup limitent la reconnaissance d'un génocide, à la limite, il n'y aurait que quelques très rares génocides, le génocide des Juifs dans la Deuxième Guerre mondiale, le génocide des Tutsis au Rwanda, et ça va à peine plus loin, d'une certaine façon, puisque le génocide arménien, vous savez, il y a des gros débats sur le génocide arménien, le génocide au Cambodge, il y a des débats pour savoir si le massacre des Herero au début du XXe siècle était un génocide, mais aussi des débats sur les aborigènes de Tasmanie, etc. Bon. Et du coup, on s'aperçoit qu'il y a presque autant de définitions que de massacres, et du coup, on est un peu perdu dans les définitions. Pour ceux que ça intéresse, j'ai ici la liste avec les définitions qui sont données soit par des juristes, soit par des historiens. On s'aperçoit que on est un peu perdu. Pour résumer, les contentieux, disons, sur ces définitions, viennent du fait, un des problèmes principaux, c'est que dans la définition de l'ONU, l'élimination des groupes politiques est exclue. C'est uniquement des groupes qui formeraient une communauté biologique ou culturelle, mais pas des groupes politiques. Ça pose donc une seconde question, finalement, quand on dit qu'un génocide cible un groupe de personnes, parce que, je fais une petite parenthèse, la définition de Lemkin, au départ, elle est extrêmement large. Elle disait, un génocide, c'est l'équivalent collectif d'un meurtre individuel. Un assassinat, c'est un meurtre, c'est on assassine une personne, un génocide, on assassine un groupe. Donc il a une définition à un moment donné, dans les différentes définitions qu'il donne, où il dit finalement un génocide, c'est juste un crime contre un groupe. Et du coup, ça pose la question, comment se forme ce groupe? Qu'est-ce qui forme l'unité de ce groupe? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une unité de groupe? Parce qu'on peut éliminer plein de gens différents, mais est-ce que ça forme un groupe? Est-ce que c'est pas plein d'assassinats différents? Donc ça pose cette question-là. Qu'est-ce qui forme un groupe? Par exemple, si on a une politique qui vise à éliminer tous les homosexuels, est-ce que c'est un génocide? Est-ce qu'on peut qualifier ça de génocide? Peut-être, peut-être pas. Tous les communistes, qu'est-ce qui fait la communauté? Et ça pose un problème sur notre question de Bamileke, c'est que le mot Bamileke lui-même est assez... Enfin, la communauté Bamileke, c'est déjà quelque chose de très problématique. Le mot lui-même a été inventé par les colons allemands. Donc c'est ça qui est problématique. Et qu'est-ce qui fait l'unité des Bamileke, sachant qu'il y a différentes langues dans la région Bamileke, par exemple, il n'y a pas d'unité linguistique. Donc est-ce que... Bon, on a l'impression que c'est un peu le colonisateur qui a créé une unité, et donc est-ce qu'on peut dire que c'est un groupe? Est-ce que les Bamileke se reconnaissent comme un groupe? Bon, ça pose vraiment cette question. Et il y a un autre contentieux dans les différentes définitions qui sont données, c'est la question de l'intentionnalité. Est-ce que les gens qui ont perpétré ce crime avaient l'intention de le perpétrer, ou est-ce que c'est la conséquence d'autre chose? Par exemple, je ne sais pas s'il y a une explosion nucléaire comme Tchernobyl, par exemple, est-ce qu'il y a eu énormément de morts d'un groupe, qui est une communauté, disons, est-ce qu'on peut parler de génocide? Alors qu'il n'y avait pas d'intentionnalité
les gens qui ont tué ce groupe. Donc cette question-là aussi, donc on a des définitions qui disent qu'il faut qu'il y ait intentionnalité pour qu'on puisse qualifier le crime de génocide, et d'autres qui disent même sans intentionnalité, ça peut être un génocide. Donc là, on est aussi gêné. Je vous passe toutes les ambiguïtés qu'il y a sur le terme, ça peut être très long. Mais en tout cas, pour résumer, il y a on peut dire, il y a une définition très restreinte qui risque de faire une discrimination, disons, dans les génocides. Il n'y aurait que 2 génocides, et puis tous ceux qui ont été victimes de crimes de masse, eux, ce n'est pas des génocides, c'est beaucoup moins important, finalement. Et puis, de l'autre côté, des définitions extrêmement larges, mais du coup qui posent un autre problème, c'est celui de la généralisation, c'est-à-dire tout est génocide. Et du coup, ça pose la question de la banalisation. Donc si tout est génocide, finalement, comme disait Mitterrand à propos du génocide des Tutsis au Rwanda, vous savez, dans ces pays-là, les génocides, c'est pas important. Ah oui, mais si tout est génocide, évidemment, on peut dire que c'est pas important. Donc ça pose là un problème dans lequel nous, dans nos recherches, on était un peu coincés. Parce qu'effectivement, on était un peu coincés dans l'écriture et dans l'analyse. Parce que si on prend une définition large, on peut dire, bah oui, comme il y en a eu plein d'autres, ce qui s'est passé au Cameroun, c'est un génocide parmi d'autres. Mais est-ce que finalement ça nous fait avancer à quelque chose? Je ne suis pas tout à fait sûr. Voilà. Et donc, on s'est rendu compte qu'en réalité, les gens qui, dans les années 90, ont agité cette idée de génocide, cherchaient surtout à alerter l'opinion. Ils s'étaient rendus compte qu'il y avait eu un silence pendant des décennies sur des crimes, effectivement, des meurtres, des assassinats en masse, mais que personne n'en parlait. Et du coup, ce mot génocide permettait de sonner une cloche en disant « Vous avez entendu génocide, il faut que vous vous intéressiez à cette question-là. » Et effectivement, nous on peut l'avouer, d'une certaine façon, c'est en voyant ce mot répété constamment pour parler de ce qui s'est passé au Cameroun dans les années 50 et 60 que mes co-auteurs et moi-même se sont dit « Mais quand même incroyable, s'il y a eu des crimes aussi incroyables qu'un génocide, le crime des crimes, il faudrait quand même qu'on aille voir de plus près. » Donc d'une certaine façon, cette idée de faire sonner une cloche pour interpeller l'opinion publique mondiale, ça a marché. Et je fais une parenthèse et je souligne que cette technique, c'est-à-dire d'utiliser des mots très forts pour alerter l'opinion publique ou pour mobiliser l'opinion publique, est un classique. Les États-Unis, actuellement, pour aller intervenir en Irak, disent qu'il y a un risque de génocide. Et donc, nous sommes, en tant que public, l'opinion publique, on est alerté. On dit un génocide, c'est le crime des crimes. Ça nous mobilise, ça nous interpelle. Mais les États-Unis ne sont pas seuls à le faire, ils l'ont fait à plusieurs reprises pour mobiliser les troupes. Et la France l'a fait également. Pendant la guerre du Biafra, à la fin des années 60, donc au Nigeria, la France a, par une opération concertée, il y a des archives qui racontent ça, comment la France a organisé dans la presse française et internationale l'idée qu'il y a un génocide en cours au Nigeria et qu'il faut donc intervenir militairement. En fait, c'était une opération de propagande. La France utilisait ce mot pour faire de la propagande, pour mobiliser l'opinion publique française, pour qu'elle accepte une intervention au Biafra, intervention qui en fait avait surtout des objectifs économiques pour la France. D'une certaine façon, dans un autre cadre, les gens qui agitaient cette idée de génocide dans les années 90 cherchaient un petit peu à faire la même chose, c'est-à-dire à agiter ce terme pour interpeller une opinion publique qui, en tout cas en Europe, se sentait absolument pas concernée par ce qu'avait fait l'armée française au Cameroun. Le problème, c'est que ce mot était agité, donc sans vraiment de définition, et que du coup, ça devenait un peu un terme un peu moral. C'est mal, un génocide, c'est mal, tout le monde le sait, mais finalement, ce n'était pas un mot très scientifique. Il était un peu vidé de son contenu. Et c'est ce qu'on a pu constater avec l'inflation des chiffres. Je vous ai cité tout à l'heure une citation de quelqu'un qui disait qu'il y avait eu entre 800 000 et 1 million de morts. Or là, vraiment, on ne sait pas du tout d'où sort ce chiffre, qui est, je vous le dis tout de suite, aberrant. 1 million de morts au Cameroun dans les années 60, c'est totalement aberrant. Il y avait 3,5 millions d'habitants au Cameroun, et il n'y a aucun témoignage qui va dans le sens d'une éradication d'un tiers de la population. Et ça, c'est aussi un classique dans cette guerre
qu'il y a eu au Cameroun dans les années 50 et 60, c'est l'exagération des chiffres. Il y a un exemple intéressant, c'est dans les années en 56, pendant la première opération lancée donc par Mesmer en 56, il y a un UPCiste de Bassa, donc de la région de Oumioubé, qui envoie un courrier à la direction de l'UPC en disant il y a eu 35 000 morts. Hier, il y a eu 35 000 morts. Et la direction de l'UPC est obligée de lui répondre en lui disant il faut vraiment que tu sois sûr de ce que tu dis, il faut que tu nous expliques, parce que nous, on n'est pas au courant de massacres de telle ampleur. Et le gars est obligé de dire oui, je dis ça comme ça. Mais en fait, il voulait dire qu'il y avait eu beaucoup de morts, mais il a sorti le chiffre de 35 000, il ne sait pas d'où. Et ça, c'est vrai que du coup, ça pose un problème, c'est que la personne là qui disait qu'il y a eu entre 800 000 et 1 million de morts, c'est quelqu'un qui a agrégé les chiffres des rumeurs finalement, il les a mises toutes bout à bout, il les a additionnées pour créer un chiffre qui lui aussi marque les esprits. Mais en réalité, qui se fonde sur pas grand-chose. Le pilote d'hélicoptère tout à l'heure qui parlait de 300 000 à 400 000 morts, de la même façon, il se trouve qu'on l'a interrogé depuis la parution de livre sur cette question, et il nous a dit, quand on lui a demandé quelle est la source, d'où vient ce chiffre, il nous a dit, je ne sais pas du tout. Et il ne savait pas du tout, effectivement, ça vient de nulle part. Donc en termes scientifiques, ça pose vraiment un problème. Qu'est-ce qui s'est passé si on n'a pas de source pour le définir? Il nous semble finalement, au bout du compte, que tous, enfin une grande partie donc, de ce discours qui a émergé dans les années 90 jusqu'au milieu des années 2000 sur le génocide, a eu tendance à brouiller, enfin, puisqu'il était mal défini, puisque le mot était mal défini, et puisque les faits étaient mal établis, que finalement, il a fini par brouiller la compréhension de ce qui s'est passé au Cameroun. Et il a même fait, et ça, c'est encore plus grave, il a fait écran. C'est-à-dire que avancer qu'il y a eu un génocide empêchait de débattre sur ce qui s'était vraiment passé. La question devenait, est-ce qu'il y a eu un génocide ou est-ce qu'il n'y en a pas eu? Et comme si le reste n'était pas intéressant. Comme si tous les morts... Et imaginons qu'il n'y ait pas eu de génocide, que ce soit établi, donc tous les morts qu'il y a eu, c'est pas important. Bon, c'est pas un génocide, bon, c'est pas important. Donc nous, on essaie de revenir en disant, bon, on va s'extraire de cette idée génocide, de ce faux débat génocide pas génocide, pour essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et ça fait écran aussi, puisque ça fait exactement le même jeu que celui de la répression. De la répression de l'époque. Je vais vous expliquer pourquoi. Il se trouve que le pouvoir français cherchait à éliminer l'UPC et ses soutiens. Donc un parti politique. Essayait d'éradiquer un parti politique et ses soutiens. Comme ils n'y arrivaient pas, ils ont essayé de diviser les Camerounais selon des lignes ethniques. Les méchants Bassa, les méchants Bamileke, et il y a eu une division qui a été faite, et de façon extrêmement rationnelle, on le voit dans les archives, les Français disent qu'il faut absolument que les Bassa se mobilisent contre les Bamileke, que les Bamileke se mobilisent contre les ceci et les cela. Et donc ils ont essayé d'imprimer une grille ethnique à un conflit politique. Ils ont ethnicisé un conflit politique. Et ça on le voit nettement. Il y a des exemples assez frappants, c'est André-Marie Mbida, qui était le premier ministre avant l'indépendance, je passe les détails, mais qui, en novembre 57, va en pays Bassa, en Sanaga-Maritime, en novembre 57, et essaie de faire cette opération de dépolitisation du mouvement et d'ethnicisation du mouvement, et il dit publiquement, je donne 10 jours à tous les Bassa, UPCistes ou non, donc tous les Bassa UPCistes ou non, qui se trouvent dans les forêts, à abandonner le combat. Je leur donne 10 jours. Les autres seront considérés comme de véritables rebelles au gouvernement camerounais et seront traités comme tels. Donc là, on voit un décalage. Il essaie d'ethniciser un mouvement de rébellion qui n'est pas ethnique à ce moment-là. Et d'ailleurs, les UPCistes, les dirigeants de l'UPC ne cessent de dire attention au piège, ils sont en train d'essayer de nous diviser et finalement de nous faire nous battre les uns contre les autres. Et les dirigeants UPCistes ne cessent de dire, de mettre en garde contre le danger ethnique. C'est la répression qui essaie d'ethniciser leurs opposants. C'est dans cette logique-là que le colonel Lamberton
est également. Quand il écrit son texte en 1960, le texte que je vous ai cité tout à l'heure sur le caillou dans la chaussure, il essaie également d'ethniciser le conflit. Et pendant ce temps-là, les suplécistes ne cessent de dire ce n'est pas un conflit ethnique. Ce n'est pas un conflit ethnique, c'est un conflit politique. Nous luttons pour l'indépendance réelle, etc. Et donc, là où je veux en venir, c'est que aller sur cette question de génocide avec cette dimension ethnique risque de nous emmener sur un débat historique qui lui-même ethnicise la question de la guerre au Cameroun. Donc on risque de rentrer uniquement dans cette logique ethnique et d'oublier la logique politique qui est derrière. Je signale en parenthèse, je suis peut-être beaucoup trop long, mais je signale entre parenthèses qu'il y a aussi une question chronologique, c'est-à-dire que le pouvoir camerounais aujourd'hui, par exemple, a tendance à accepter, à même valoriser les nationalistes qui se sont battus avant l'indépendance, avant 1960. Ils acceptent, il y a même une statue de Oumniobé à Ezeka. Ils l'acceptent, ils le reconnaissent. Ils reconnaissent Oumniobé comme un héros. Après, ils en font toute une série d'interprétations sur laquelle on pourrait discuter. Mais par contre, ils refusent de reconnaître ceux qui se sont battus après l'indépendance, c'est-à-dire contre le régime dont Paul Biya est lui-même le descendant et l'héritier. Et donc, ils divisent aussi les différentes phases de la lutte qui étaient plus violentes et plus féroces en Pays Bassa avant l'indépendance et plus féroces en Pays Bamileke après l'année 60. Et donc eux-mêmes divisent sur des lignes ethniques un mouvement qui est politique. Alors, évidemment, tout ça ne veut pas dire que la logique ethnique dans la répression, qu'il n'y a pas eu une logique ethnique dans la répression. Effectivement, quand Lamberton dit le problème finalement c'est le problème Bamileke, tout ça a des conséquences, c'est-à-dire que de plus en plus, les militaires qui sont envoyés sur le terrain, qu'ils soient français ou camerounais, se disent l'ennemi, c'est le Bamileke. Et c'est là qu'il y a toute l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'effectivement, dans certaines phases, dans certains endroits, les gens qui font la répression, les militaires, se disent l'ennemi, il est Bamileke. Donc on l'a vu ça par exemple en 1960 à Douala, où le quartier Congo a été incendié, et c'était un quartier qui a été identifié comme Bamileke. On l'a vu de façon encore plus incroyable à Tombelle, en décembre 1966, où là, l'aveu même des rapports officiels, enfin, des rapports secrets mais officiels camerounais, dans certains quartiers de Tombelle, uniquement les maisons des Bamileke ont été brûlées. Donc là, on est vraiment dans une logique de nettoyage ethnique. D'ailleurs, il y a eu tout un travail qui a été fait par un chercheur hollandais, je crois, et vraiment, là, on peut parler de nettoyage ethnique. Ils expliquent dans les rapports que certaines maisons, c'est-à-dire les maisons des non-Bamileke, surgissaient au milieu des ruines et des cendres. Donc là, on voit bien que, clairement, c'était des Bamileke qui étaient ciblés. Mais, voilà, là, on est dans un cas de nettoyage ethnique, clairement, mais est-ce que, pour autant, l'ensemble du conflit peut être qualifié de génocide? Là, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Pour ma part, je suis assez intéressé par... alors, non, j'oublie quelque chose d'extrêmement important. C'est que la répression n'a pas été menée uniquement par des Français et par des non-Bamileke au Cameroun, mais en grande partie par des Bamileke. C'est-à-dire que les techniques de répression françaises consistaient à utiliser des Bamileke contre d'autres Bamileke. Et là, à mon avis, c'est une différence fondamentale avec un processus génocidaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de Tutsis, il n'y a pas eu des milices Tutsis qui ont éliminé d'autres milices Tutsis pendant le génocide des Tutsis au Rwanda. C'était des Hutus qui étaient dans un processus d'élimination des Tutsis. Là, c'est une différence fondamentale. Au point même que le principal architecte de la répression dans les années 60 était lui-même Bamileke. Il s'appelle Samuel Kamé. C'était l'éminence grise principale d'Aïdjo. C'est quelqu'un qui est né à Baham et qui était Bamileke. Et d'ailleurs un spécialiste des coutumes Bamileke sur lequel il avait fait des travaux universitaires qu'il connaissait extrêmement bien. Du coup là ça pose une vraie question. Est-ce que quelqu'un qui fait partie d'une ethnie peut faire un génocide contre sa propre ethnie?
Sachant que par ailleurs, ce n'est pas qu'un individu. Des chefferies entières étaient mobilisées contre d'autres. Ce que les militaires français et les stratèges français ont essayé de faire, c'est qu'ils ont essayé de déguiser la répression politique, non seulement en conflit ethnique, mais également en guerre civile inter-bamiléké. Et donc, ils ont monté des milices avec des dizaines de milliers de personnes bamilékées. Moi, j'ai rencontré des dizaines de gardes civiques à l'ouest, à Bafoussam. J'ai fait des interviews filmées avec eux. C'était des gens qui étaient dans l'armée, qui étaient dans des structures armées, soit françaises, soit camerounaises, mais anti-nationalistes. Mais c'était des dizaines de milliers de personnes. On voit dans les archives des opérations qui impliquent 15 000 gardes civiques bamilékés contre d'autres bamilékés. Donc là, on n'est plus dans les mêmes logiques que des logiques génocidaires. Et ça me paraît être un point extrêmement important. Peut-être pour finir, je pense qu'il y a d'autres concepts qui peuvent être intéressants à utiliser pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et un concept qui m'intéresse moi, c'est celui d'éliminationnisme. Il y a un monsieur, que je ne connais pas très bien, on va dire, je l'ai peu lu, qui s'appelle Daniel Goldnagel, qui a travaillé beaucoup sur le génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, il explique, un peu comme ce que je viens de vous dire, que la notion de génocide est devenue très difficile à manier. Elle a été vidée un peu de son contenu, elle devient inopérante, disons, pour qualifier des faits. Elle peut être utile pour la justice, mais elle est assez difficile à utiliser pour un historien. Il y a beaucoup d'historiens qui disent ça, hein, c'est assez classique. Et lui, il propose le concept d'éliminationnisme, c'est-à-dire une idéologie, le isme, d'élimination. C'est-à-dire, on ne lutte pas contre un opposant démocratiquement, on lutte contre lui pour l'éliminer. Et ça, je trouve que si on donne cette définition à l'éliminationnisme, c'est-à-dire une idéologie d'élimination de l'adversaire, on essaie de l'éliminer, ça s'applique assez bien au Cameroun, dans la mesure où ce que les autorités françaises et leurs alliés camerounais essayaient de faire, c'était d'éliminer tous leurs opposants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur ethnie, tous ceux qui étaient perçus comme leurs adversaires devaient être éliminés. C'est une élimination physique pour beaucoup. Donc, il y a eu des massacres de masse, il y a eu des dizaines de milliers de morts, de l'aveu même des militaires français. Sur l'année 60, c'est au minimum 20 000 morts, et sans doute plus. Selon les rapports britanniques, c'est au moins 60 000 morts entre 56 et 64, donc c'est des dizaines de milliers de morts. Donc une élimination physique, mais aussi et surtout une élimination des idées. On essaie d'éliminer dans la tête même des gens l'idée qu'ils puissent être opposés au régime. Et c'est ça, en fait, qui me paraît crucial, c'est que les technologies militaires qui ont été utilisées par les Français, qui sont les mêmes que celles qui ont été utilisées en Algérie, qui sont les mêmes que celles qui ont été utilisées dans bien d'autres endroits, avaient pour but d'éliminer toute velléité de contestation. Soit physiquement, mais même les éliminations physiques avaient pour but de faire sortir de la tête des gens qui pouvaient s'opposer au régime. Et donc, c'est des techniques de propagande, de lavage de cerveau, de torture. Enfin, je peux vous raconter dans les détails les techniques qui ont été utilisées. Mais je crois que le terme éliminationnisme, même si peut-être que je ne le définis pas comme l'auteur à qui je l'emprunte, me paraît très opératoire pour ce qui s'est passé au Cameroun, comme pour ce qui s'est passé dans bien d'autres conflits. Pour conclure donc, juste, je pense... Je ne critique pas plus que ça les gens qui utilisent le terme génocide, parce que comme je l'ai dit, ils ont alerté, ça a servi d'alerte. Mais je pense que si on veut aller plus loin maintenant, et pas seulement dans la reconnaissance, mais vraiment dans la connaissance de ce qui s'est passé, il faut qu'on s'émancipe de ce débat génocide, pas génocide, qu'on s'émancipe, qu'on sorte d'un raisonnement uniquement polémique. Alors, on n'est plus maintenant dans les années 90, on est dans les années 2010, au milieu des années 2010, il faut qu'on aille plus loin dans la connaissance, sortir juste des polémiques. Je pense que ce serait utile de ne pas se focaliser, s'arc-bouter trop sur cette question, sur cette notion de génocide, parce que ça fait le jeu de l'ethnisme, je pense. Beaucoup de gens qui utilisent ce concept de génocide finalement s'accaparent le combat des nationalistes camerounais, qui eux-mêmes luttaient contre l'ethnisme. Ils ont tendance à dire oui,
ils ont tendance à s'accaparer la lutte nationaliste en disant non, c'est qu'une petite partie de tel groupe qui a finalement lutté, et ils s'accaparent les souffrances finalement de plein d'autres gens. Par exemple, les gens qui disent qu'il y a eu un génocide Bamileke, d'autres pourraient dire pourquoi pas un génocide Bassa, pourquoi vous dites uniquement Bamileke. Donc là, ils rentrent dans des logiques ethniques et parfois c'est assez dangereux et glissant. Et pour terminer cette fois vraiment, je pense aussi qu'il faut faire attention avec ce terme-là, parce qu'il fait aussi le jeu de la négation, notamment des Français. Les Français sont très contents quand les Bamileke, les militants de l'idée de génocide Bamileke parlent de génocide, parce qu'ils disent il n'y a pas de travaux sérieux là-dessus, donc tout ça, génocide, pas génocide, tout ça n'a pas existé. Il n'y a pas eu de génocide, donc il n'y a pas eu de guerre. Et du coup, c'est vrai que c'est un problème, c'est qu'à partir du moment où on ne définit pas les mots, ceux qui sont en face peuvent dire oh, je ne sais pas de quoi vous parlez, donc rien de tout ça n'existe. Et c'est ce qui s'est passé avec François Fillon en 2009. François Fillon va à Yaoundé en 2009 et nie tout en bloc. Disons, tout ça c'est une invention. Et du coup, on n'arrive pas à faire reconnaître cette question-là par les autorités françaises. On n'arrive même pas à faire reconnaître la guerre. Alors qu'il y a eu une guerre, c'est reconnu par dans les archives françaises, ils parlent tous de guerre, mais même ça, on n'arrive pas à le faire reconnaître, parce qu'à chaque fois, quand on les rencontre, quand on fait pression sur l'ambassadeur de France au Cameroun, il dit « Ah, vous êtes dans ces histoires de génocide, ça n'existe pas. » Voilà, je termine là-dessus, mais je suis prêt à discuter de l'ensemble de la démonstration.